Voilà, merci à vous, merci à nos spectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci déjà le 7 aujourd'hui. Demain, c'est le 8 mars. Alors, nous pensons que nos mamans s'apprêtent déjà pour passer en beauté ces moments, mais un moment de deuil, de méditation, parce que vous savez, c'est un signe de. En fait, nous pensons à nos frères et sœurs qui meurent à l'est du pays, donc ça sera vraiment une façon pour nous de réfléchir, pour nous de penser à tous ceux qui meurent à l'est. Alors, on va déjà remercier toute l'équipe, remercier tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et là, je m'avais déjà souhaité bonne fête des femmes à vous, le mois de la femme à vous toutes. Parce que là, toutes les femmes qui nous suivent, hein, nous sommes de cœur avec vous. Alors, en même temps aussi, je vois les appels déjà, comme les gens qui réagissent déjà. Voilà, en même temps aussi, nous allons penser à nos amis qui sont toujours là, branchés 5 sur 5 pour nous suivre, et aussi souhaiter bonne fête. D'abord, M. Alain Taboukou qui souhaite bonne fête à son épouse et pourquoi pas aussi à ses enfants. Là, je vais faire allusion à Divina Taboukou et pourquoi pas aussi à Joyce Taboukou, Myriam Taboukou et il y a aussi les hommes hein, qui soutiennent les femmes comme Ansenge Taboukou et Dan Taboukou qui souhaitent aussi une heureuse fête au mois de la femme à leur sœur. Voilà, donc Joyce Taboukou, Myriam Taboukou et Davina Taboukou. Voilà, à chaque fois nous vous rappelons, il faut nécessairement prier et nous pensons à nos amis qui ont l'habitude de penser au changement, surtout le problème spirituel, les problèmes liés à l'esprit, c'est bel et bien très capital. Alors, vous qui nous suivez de par le monde, nous vous signalons. Nous vous signalons qu'il faut nécessairement recourir et surtout aller à l'adresse que nous allons vous indiquer pour une prière sans nuisance sonore. C'est bel et bien la maison de la prière Cité des Ossements sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin. Et M. Bienvenu Timalantel qui a mis sur pied ces beaux cadres pour une prière. Il y a la bibliothèque, la restauration. Vraiment, l'espace est vraiment propice pour la prière. Suisse 42 bis, commune d'Engalema, UPEN, maison de la prière Cité des Ossements. Vous allez bénéficier de cet espace pour votre prière. Vraiment. Alors, nous remercions très sincèrement et en même temps aussi M. Bienvenu Antimalantel qui souhaite bonne fête à son épouse adorable, Madame Annie Kembe. Bien des bonnes choses à vous. C'est de la part de votre époux bien-aimé, hein, monsieur Bienvenu Antimalantel. Et en même temps, il profite pour souhaiter bonne fête, demander la femme à ces jolies, hein, jolies demoiselles. Là, je vois Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Voilà, alors vous allez aussi, si vous voulez bien bénéficier de l'espace Maison de la Prière Osman sur l'avenue Suisse 42 bis, appelez Madame Charlotte au numéro 082 24 555 63 082 24 555 63 Suisse 42 bis, Maison de la Prière, Cité des Ossements, c'est vraiment l'adresse qui convient. Alors, merci à vous, M. Bévenin Timbal Lantel. Et je crois qu'on va aussi déjà prévoir, hein, parce qu'il y a Madame Dorcas Dorcas Nzumba Mouteba, Magui, qui est la présidente de l'ONG Action Plus, qui demande à toutes les personnes de bonne volonté hein, de pouvoir aider le veuve. Hein, maman veuve Balatali Pouta, le 8 mars. Le 8 mars, c'est déjà demain. Je ne sais pas si l'appel lancé, est-ce que les gens ont pu quand même réagir. Donc, on aura peut-être les sons, le message de Madame Dorcas Dor. Depuis Brazzaville, nous saluons son Excellence Florent Chiba. Bien des bonnes choses à vous et Guichou Moran Djambé. Je n'oublie pas Alfred Mardjou et Trésor Mbemba. Pourquoi pas à M. Kouba. Alors, on va très rapidement aussi penser à Madame Abigail qui aussi dans la joie parce que c'est le mois de la femme, Abigail Yenge, voilà, qui est la responsable, et Abigail Kenge, qui est l'une des membres du RAM, donc RP,
relations publiques, Abigail Kenge. Salutations aussi à vous et nous sommes à Mongafula, lui, la 1, numéro 14, couloir Boavida chez Souzy, qui est aussi dans la joie parce que c'est leur fête demain déjà. Souzy Lumputu, Boavida, c'est l'espace couloir qui va comme ça permettre aux femmes demain le 8 mars, on a un couloir Boavida pour passer le temps de méditation. Nakatia, staff et maman Souzy Lumputu, lui la 1. 14. Voilà, alors, Madame Dorcas Nzumba Mouteba, Magui Dorcas Dor, qui vous demande de soutenir ma maman veuve avec son ONG Action Plus. Bon, on peut suivre juste son message, parce que c'est l'avant-dernier jour. Ici, ma veuve, vous faites la montée, vous allez pour tâter, c'est parti. Présidente de l'ONGD Action Plus. Le 8 mars de chaque année, l'ONGD Action Plus organise une activité pour remettre aux femmes veuves que nous encadrons un pan à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'est dans ce cadre que l'ONGD Action Plus organise une activité ce 8 mars 2024. Voilà pourquoi l'ONGD Action Plus sollicite votre aide pour cette activité. Vous pouvez nous contacter avec tout ce que vous avez à partir de $1 pour aider une femme veuve à avoir un pan. La Bible a dit dans Psaume 41, verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur l'Éternel les délivre. » Contactez l'ONGD Action Plus dans les numéros qui sont affichés pour nous aider avec tout ce que vous avez pour donner les sourires à chaque femme veuve. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ma ONG est belé, mais je suis le ONG Action Plus. ONG Action Plus, ils ont vraiment soutien à eux et ce qu'ils allient de partout. Beaucoup on a eu pour nous sunga misala ya ONG Action Plus. J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir soutenir l'ONG Action Plus de Madame Dorcas pour donner du sourire aux autres, partager le bonheur autour de nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, donc à vous de réagir, à vous de pouvoir répondre à ces messages, à cet appel pour aider nos mamans. Alors, Maman Dorcas Nzumba, merci beaucoup, Maman Dorcas Dor, pour l'initiative. Je crois que Madame Barossa, la ONG d'Action Plus. Alors, on va changer directement de cap. Vous allez suivre l'entretien que nous avons accordé Monsieur Brunel Joseph Guibale Kananga. Il est le président de l'Ordre national des architectes. Suivons ça et nous allons revenir sur ça après. Voilà, nous vous saluons et nous vous disons merci pour votre fidélité à ces programmes. Nous recevons pour vous l'honorable Brunel Joseph Kananga Guibale, qui est député provincial et en même temps président de l'Ordre national des architectes du Congo. Avec lui, nous allons parler de tout ce qu'il a comme projet, et surtout parce qu'il est d'abord président de l'Ordre national des architectes. On va dresser un bilan 2023 et maintenant c'est 2024. On va en savoir plus. Qu'est-ce qu'il prévoit pour cette année 2024 en tant que député provincial? On va juste, avec notre invité, savoir sa vision. Qu'est-ce que lui, en tant que député provincial, a comme programme et surtout les édits pour essayer tant soit fait de répondre aux préoccupations de sa base. Et nous allons peut-être finir avec quelques questions d'actualité qu'il pourra répondre. Et déjà, c'est parti.
Bonjour, Monsieur Guibale Kananga, Joseph Brindel. Sincères félicitations en tant que tel, parce que vous êtes élu député provincial. Sincères félicitations. Merci, Monsieur Doudou Montiré. C'était facile? Un combat farouche. Ça n'a pas été facile, les élections, cette fois-ci, ça n'a pas été facile. Vous savez, les gens ne sont pas très habitués avec la façon dont les choses se passent. La population, c'est vrai que maintenant se méfie de beaucoup de personnes, des politiciens. Vous savez, la population est maintenant dans la logique où vous venez avec l'argent, ils bouffent, mais ils votent pas pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont, des années passées, qui sont partis dans la population avec de promesses vaines. Et 5 ans après, ils reviennent pour chercher encore de voix. Donc, la population commençait à se méfier carrément de tout ce que les discours des politiciens. Donc, ça n'a pas été facile. Il fallait d'abord mettre des stratégies en place pour se faire accepter par la population et enfin passer les discours des élections. Alors, un mot pour votre base et surtout qui, je parle plus de votre direction et tous ceux qui ont travaillé pour battre votre campagne. Vous avez peut-être un mot dans le sens de votre victoire. Je commence d'abord par dire merci à l'autorité morale de mon regroupement, ABCA, les professeurs honorables et Modeste Bahati Lukwebo, qui nous a encadrés depuis le début, qui nous a donné le goût de faire la politique active, parce qu'on était toujours politiciens, mais on ne faisait pas la politique active. On a préféré travailler un peu dans le professionnel. Je remercie beaucoup son encadrement, son leadership et ses conseils qui nous ont mené à un résultat que vous voyez aujourd'hui. Mais je veux aussi aller remercier ma base, spécialement ma fondation, parce qu'elle a travaillé sérieusement. J'ai mis une fondation en place dans mon territoire, ma circonscription électorale. Et on a fait des actions avant même la campagne et tout ça. C'est ce qui a fait que la population... C'était où plus précisément? C'est à Gungu, dans le Kwilu, spécialement chez moi à Bukedi. Il n'y a pas moyen que vous puissiez quand même le faire, peut-être votre dialecte? Oui, bon, je répète ça maintenant, il n'y a pas une nyonso, il y a Gungu, Kwilu en général, parce que c'est vrai, mon vanda voté na Gungu, mais je suis de Kwilu. Je suis aussi congolais, donc je ne suis pas un député provincial seulement à Kwilu, mais je suis un député pour le pays. S'il y a un apport qu'on peut amener, c'est pour le pays. Donc, merci Migi, base na mon nyonso na côté Mbulu Wenze, na côté à Mukedi, na Kilembe, na Ngasi, Bole na nyonso, Nyoka Munene, Kimbuze, Lozo, tous les 12 secteurs, il y a Gungu. Moumé Pesabe Mbote Mingi, spécialement Bana Gungu, jeune à Gungu, jeune à barrière à Mukedi. Pesabo, merci Mingi, parce que vraiment, ils ont voté pour moi massivement. Ils m'ont fait confiance et les résultats est là. Alors, la fondation, c'est donc comment, en fait? Vous l'avez intitulé comment? Ma fondation s'appelle GLK. GLK Foundation. C'est une fondation qu'on avait mis en place depuis longtemps. Et c'est celle qui a beaucoup... C'est l'initiale de votre nom? Oui, c'est mon nom, c'est Guibale Leki Kananga. Donc, c'est GLK, c'est ça ma fondation. Donc, on a fait beaucoup d'actions avant même la campagne. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est parti faire pour de fin des élections. Parce qu'on continue même, malgré qu'il y ait des résultats, on continue des actions jusqu'à aujourd'hui. Des actions sociales, ils sont là. Donc, les gens qui sont à Gungu, ils connaissent. On est dans la salubrité au niveau de Gungu territoire, la ville de Gungu. On est dans la santé au niveau de Mukedi. On est dans les transports. On a mis les transports où vous avez des transports qui entrent là-bas. Pour la première fois, ça n'a jamais existé. Il y a des gratuités qu'on fait à des personnes âgées. Il y a des exceptions, des gens qui montent gratuitement dans ces transports. Et quelles sont les préoccupations de votre
base, les milliers. Vous êtes aujourd'hui député provincial. Alors, qu'est-ce qui préoccupe votre base? Ben, vous savez, vous étiez là, vous avez vécu avec votre base, vous avez une fondation. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Le problème de la population, ce n'est pas si grand. Je me demande pourquoi nos prédécesseurs dans la politique n'ont pas vu ça à temps. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de votre politique, ils n'ont pas besoin de quoi, mais ils ont besoin de l'autosuffisance alimentaire. Ça, seulement. Non, pas ça. Il y a l'éducation, la scolarité. Je bénis et je salue l'initiative du chef de l'État, de la gratuité qu'il a donnée à l'enseignement. Ça, c'est vraiment louable. Je crois que c'est ce qui a fait même que le chef a été voté massivement de ce côté-là. Du côté santé, ils ont besoin des structures de santé. La population de Gungu. Oui, la population de Gungu. Ils ont besoin des structures de santé de proximité. Moi, je suis allé dans un hôpital où une maman a quitté à 10 km pour venir accoucher. C'est grave, ça. Elle a accouché sur un vélo. C'est grave. Donc, pour vous montrer que les infrastructures, il n'y a pas de santé de proximité. Vous avez du côté énergie, on a le barrage de Kakobola, mais il n'y a pas d'électricité dans tout Gungu, c'est le noir. Il n'y en a pas. Normalement, tous les villages de Gungu, tous les secteurs doivent avoir de l'électricité parce que les grands barrages Kakobola est à Gungu. Sans compter que ce n'est pas seulement pour le Gungu, c'est pour tout le Kwilu, c'est pour toute la République. Vous avez du côté énergie, du côté eau potable. C'est vrai qu'on a fait quelques forages, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez des gens qui vont chercher de l'eau à 1 km, 2 km. Ils reviennent fatigués et ils ne savent plus quoi faire. Vous avez les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, avec la gratuité, on a constaté qu'il y a des salles de classe de 150 élèves. Mais les 150 élèves, dans quel bâtiment ils sont? C'est juste des rameaux qu'on a mis quelque part, avec des morceaux de bois comme des bancs, et parfois c'est un ruban commun comme tableau de noir. Donc on a essayé de faire, avec la fondation, on a donné quelques tôles, on a un peu construit quelques écoles en matériaux semi-durables, mais encore, avec le projet du chef de l'État et le ministre Tony Mwaba, que je salue en passant, nous avons amené les écoles en matériaux durables, avec le programme de 150 écoles. Donc, nous continuons aussi à faire le plaidoyer. 145 territoires vaut la peine. Oui, les 145 territoires, il faudrait qu'ils pensent au Kwilu, parce que quand vous regardez, beaucoup de projets 145 territoires sont déversés à l'Est. Mais à l'Ouest, il n'y en a pas. Au Bandundu, il n'y en a pas. Et là, ça pose problème. Ça pose problème dans les partages. Je me demande, la coordination de PDL, ils doivent penser au Kwilu. Ils doivent penser au Kwilu. Moi, j'ai une petite structure qui travaille au niveau de la Chopo, mais c'est tous les secteurs, c'est tous les territoires où il y a des centres de santé, il y a des infrastructures administratives, il y a des infrastructures scolaires, et vous avez des centres de santé, mais pourquoi pas à Kwilu? À Kwilu, il n'y en a pas. Donc il faudrait que quelque part, qu'on puisse penser à un partage équitable quand il y a des projets comme ça. Il n'y a pas une sous-province, ça n'existe pas. Vous savez que le Congo, les gens ont un regard seulement vers l'Est, où il y a les mines et tout ça. Mais les mines, il y en a partout. Vous savez qu'au Kwilu, il y a les mines aussi. Toutes sortes de mines, il y en a. Donc, donner la chance à tout le monde. Non, il faudrait donner la chance à tout le monde. C'est vrai que de l'autre côté, il y a des infrastructures, déjà pour exploiter les minéraux et tout ça, qui ont été mis à dessein par les Belges, par les colons et tout ça. Parce que, vous savez, dans le Bandundu, le grand Bandundu à l'époque, c'est la province qui a résisté à l'homme blanc. Donc l'homme blanc devrait travailler pour la destruction de cette province-là. Et c'est comme ça, les Kwilois doivent se réveiller. Je bénis l'initiative qui a eu au même ligne avec tous les leaders et les notables de Kwilu, dont je fais partie. Nous avons fait des déclarations pour nous révolter des développements de notre province. Mais il faut savoir que la province est en reste. Ce n'est pas parce qu'elle est pauvre. Notre province n'est pas pauvre. Vous savez que le Kwilu peut nourrir tout Kinshasa, ça peut nourrir le pays, ça peut nourrir le Kasaï, ça peut nourrir... Il y a l'agriculture. Pourquoi les gens doivent toujours voir les minéraux? Aujourd'hui, il y a des familles milliardaires aux États-Unis, ils ne font que la tomate. Il y a des familles milliardaires qui ne font que les piments que je connais dans le monde. Et vous allez en Afrique du Sud, il y a des familles milliardaires qui ne font que le maïs. Les milliards ne sont pas seulement dans les minéraux. Les minéraux vont finir.
Mais la faim, elle reste, la nourriture ne finira jamais. Et c'est un investissement, je pense qu'il faudrait que le chef de l'État, avec le nouveau mandat, je le félicite pour ces élections brillantes, et qu'il pense que le secteur, j'ai suivi dans son discours, l'agriculture, c'est un secteur de développement. Aujourd'hui, hier, on était les premiers producteurs de l'huile de palme, les premiers producteurs de café, les premiers producteurs de chais. Mais aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs en quoi? Parce que ces choses nous amènent des devises au pays. Donc, il faudrait qu'on revienne à la terre. Donc, bref, les besoins qu'il y a dans la population, c'est pas un grand besoin. Je vous donne un exemple. Avec ma fondation, on achète des médicaments de $500. On fait les dépistages gratuits avec 3 médecins et quelques infirmiers. Nous avons soigné 217 personnes avec $500. Malaria, tension, tuberculose, toutes sortes de maladies, diabète et tout ça, avec $500. Mais si vous regardez les budgets qu'on met, qu'on vote ici au Parlement, je me pose des questions. Ceux qui dirigent la santé, pourquoi est-ce qu'ils ne pourront pas avoir des caisses de santé, ils ne pourront pas avoir des centres de santé de proximité, des dispensaires, parce que il y a tellement la confusion que tout le monde appelle centre de santé même un dispensaire. Dans la classification des hôpitaux, il y a quand même une classification. On a des hôpitaux généraux de référence, on a des polycliniques, on a des cliniques, on a des centres de santé, on a des dispensaires. Il faut qu'il y ait même des dispensaires de proximité pour les premiers soins. Alors, votre fondation JLK, Joseph Leki Dibale, vous avez cerné tous ces problèmes. Et actuellement, présentement, vous êtes député provincial. Alors, vous allez proposer quel j'ai dit dans le Parlement, parce qu'après avoir tout vécu comme réalité. D'abord, il faut se dire qu'il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos ambitions s'arrêtent à Kouilou seulement à la députation provinciale. Nous pensons aller plus loin, faire le Sénat. Parce que là, c'est pour les nations. Ça, c'est votre ambition. Oui. Parce que ce que nous avons comme idée, ça va pas rester seulement pour les Kouilou. Mais on voudrait des idées. Donc, vous voulez national. National. Ça qui vous préoccupe, hein? Oui. La nation vous préoccupe. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas le code d'urbanisme. Depuis qu'on a travaillé sur le code d'urbanisme, ça pose problème. On ne les publie toujours pas. Nous n'avons pas les codes de construction, c'est autre chose. Ça c'est votre combat de longue haleine. D'ailleurs, même vous étiez à la genèse de la chose. Oui. Parmi les piliers qui nous ont amenés à l'ordre des architectes comme président, c'était d'abord avoir l'ordre, la loi, oui. Ce qu'on a eu en 2018. Il fallait se battre pour le code d'urbanisme, mais quand les politiques entrent dedans, ça devenait compliqué. Oui, et chacun doit avoir l'expertise dans son secteur, dans son secteur de prédilection. Les gens voulaient le paternalisme, on les a laissés. On a dit, bon, écoutez, mais moi, quand je me suis battu pour l'ordre des architectes, on a eu ça. Parce que c'est notre domaine. Voilà. Accompagné d'autres architectes de vaillants que je salue, qui nous ont accompagnés. Je ne suis pas les seuls qui me suis battu pour cet ordre-là. Donc, une fois au Sénat, si on nous donnait vous aurez le temps le travail d'urbanisme entre nous, les architectes, et les urbanistes, et le corps du bâtir, on aurait déjà un code. Mais c'est quand la politique s'entremêle, ils viennent, ils ne sont pas du domaine, ils ne comprennent même pas c'est quoi le code d'urbanisme. C'est quoi? Alors, il faut expliciter cela. C'est quoi? Il y a des ignorants qui ne comprennent rien, absolument. Il y a des normes pour construire une ville. Pour qu'une ville, aujourd'hui, si vous aimez la ville de Paris, elle a eu des normes. Parce que dans le lotissement d'une ville, dans la création d'une ville, il y a une zonification. La ville a une zone industrielle, une zone d'habitation, une zone administrative, une zone commerciale, et vous avez une zone de loisirs, ainsi de suite. Mais ici, on fait des lotissements, on prend 10 hectares, on partage les parcelles, on dit qu'on a créé une nouvelle cité. Donc il y a une bio qui s'est créée. Ça n'a rien à voir avec l'urbanisme. Et comment ces gens obtiennent des permis de construire? Parce que le permis de construire vient aussi dans le code. Il est régulé dans le code. Pour avoir un permis de construire,
il faut qu'il y ait une commission qui doit siéger. Allez au ministère de l'Urbanisme et demandez-le. Depuis quand la commission a siégé pour donner les permis? Mais on continue à construire ici tous les jours. On est en train de construire. On se pose la question, ces gens, ils ramassent les permis de construire où? Parce que l'ordre des architectes était censé être accompagné, la commission. Aujourd'hui, il y a toute une direction pour ça. Je suis d'accord que maintenant, les choses sont un peu régulées. Mais avant, les permis de construire se vendaient comme des arachides. Or, pour donner un permis de construire à quelqu'un, vous devez voir les bâtiments qu'il fait. Si c'est un bâtiment public, est-ce qu'il y a là de parking? Combien de bâtiments vous avez ici en ville qui n'ont pas de parking? Mais comment ils ont eu le permis de construire? Même les écoles aussi. Mais les écoles, c'est plus grave. Il y a des endroits où on doit mettre les écoles, il y a des endroits qu'on ne doit pas mettre. Aujourd'hui, devant chez moi, ici, à Colonel Mondjuma, on souffre. Pourquoi? Parce que vous avez l'Oupir, vous avez, je ne sais pas quelle autre école que je vois là-bas, Aurore ou quoi, vous avez le révérend Kim, et on donne des permis de construire ici. C'est pratiquement une secondaire. C'est une voie où il y a un flux de voitures de circulation assez intense. On ne peut pas permettre à une école d'ouvrir sa porte devant C'est pourquoi il y a toujours des embouteillages ici. Et vous savez, Doudou, toi tu me provoques toujours. Quand je commence à parler de ces choses, après ça va me poser problème. Quand on a parlé des sauts de moutons ici, je vous ai dit que ça ne trouvera jamais de solution pour les embouteillages. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Franchement, à chacun son domaine. Les gens ont dit que moi j'étais en train de combattre. Les experts doivent travailler. Non, mais justement. Ils doivent être consultés. Quand on donne des conseils, ce n'est pas parce qu'on veut faire le matu-vu. C'est ce qu'on connaît. C'est comme un médecin qui te dit que la malaria fonctionne comme ça, tu ne vas pas les contredire. Mais pourquoi est-ce que les gens, dans les domaines de construction, il y a toujours des experts? Même un économiste, il veut discuter avec toi. Un agronome, il veut discuter avec toi. Tout le monde connaît ce qui se passe dans la construction. Quand je parlais de son des moutons, que ça ne va jamais résoudre le problème d'embouteillage dans cette ville. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Je peux citer beaucoup d'exemples. On a fait beaucoup d'émissions avec vous. À un moment donné, je me suis décidé de me taire parce que je n'étais pas compris. Je n'étais pas compris. Donc, c'est pas ça l'objectif de notre... Toi, tu me ramènes toujours dans tes histoires-là. Tu es tellement nostalgique. Mais j'aimerais qu'on avance avec notre émission. Code d'urbanisme. Oui. On parlait du code d'urbanisme. Qui est obligatoire. En tant que candidat sénateur. Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train de construire. Ils n'ont même pas les équipements sur eux. Quelqu'un qui monte jusqu'au 10e étage n'a pas de ceinture de sécurité. Je me demande, l'OCC fait quoi? C'est on devrait réguler. Vous allez dans un chantier, il n'y a même pas de sanitaires pour les travailleurs. Vous arrivez dans un chantier, il n'y a même pas de bureau du chantier. Il n'y a même pas l'hangar ou quelque part où abriter le personnel s'il pleut. Les gens ne sont pas habillés, ils ne sont pas en bottes, ils n'ont pas de gants, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de casques. Je vois ça aujourd'hui, j'ai circulé, j'ai vu beaucoup de chantiers. Vers le fleuve là, il y a plein de chantiers, vous allez trouver des gens en train de travailler. Donc, les Congolais ils ne sont même pas inquiétés. Non, mais ces gens-là qui font travailler ces expatriés, qui font travailler les Congolais, ils connaissent que c'est mauvais ce qu'ils font. Chez eux, ils ne peuvent pas faire ça. Non. Je suis tout le temps au Canada. Vous savez que là-bas, les gens travaillent matin, midi, soir, même sous la neige et tout ça. Mais ils sont protégés. Ils sont protégés. Vous ne protégez pas les ouvriers. Vous êtes sanctionnés. Mais ici, on ne sanctionne personne. Parce que c'est telle société. Déjà, quand tu entends le nom, il y a de telles sociétés, d'un tel expatrié. Et je ne suis pas contre les expatriés, mais généralement, c'est eux qui font travailler les gens ici dans de très mauvaises conditions. Et ça doit être régulé par les codes de construction. Ça doit être régulé par autre chose. Alors, une fois, vous aurez peut-être, parce que vous êtes candidat sénateur, d'abord, l'inquiétude se situe à quel niveau? Nous voyons les immeubles qui ne cessent de pulluler, donc ça pullule comme des champignons, et cela ne vous préoccupe-t-elle pas? Bon, vous savez, je suis très préoccupé parce que d'ici une dizaine d'années, la ville de Kinshasa, on ne saura plus quel est le quartier résidentiel, quel est le quartier administratif, quel est le quartier densifié, parce que ça aussi dans l'urbanisme, il y a des quartiers densifiés, c'est-à-dire là où il y a les immeubles, où les gens peuvent habiter dans des appartements, il y a des zones basses,
ou comme on appelait à l'époque, vous voyez la cité verte, vous voyez la cité Maman Mobutu, ma campagne, c'était des zones résidentielles, mais basses. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous bombarde un immeuble de 10 étages à côté de toutes ces maisons basses. Et l'urbanisme ne fait rien. On a des inspecteurs qui doivent normalement s'opposer. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais il y a un voisin à moi qui est en train de construire, il a bombardé 4 fenêtres chez moi, lui, il est à l'étage. J'ai dit, mais il faut appeler les inspecteurs de l'urbanisme, on doit boucher ces fenêtres-là. Moi, chez moi, à ma résidence, à l'UPED, derrière moi, il y a quelqu'un qui s'est amusé. J'ai demandé qu'on bouge ça. Parce qu'il n'a pas droit de violer mon intimité. C'est votre intimité. Il n'a pas droit de violer mon intimité. Parce que les gens, bon, c'est pas leur faute. Il y a Tout n'est pas régulé. Et aujourd'hui, la loi des baux et loyers est sortie. Mais qui suit ça? Parce qu'il n'y a pas que le problème de formuler des lois. Parce qu'il y a aussi le problème d'applicabilité. On est suivi. Hier, cette loi dit que toute location résidentielle, la garantie c'est 3 mois. Mais aujourd'hui, les gens ont repris l'habitude de 10 mois. Ils ne sont même pas sanctionnés. Commercial, c'est 6 mois. Et aujourd'hui, les gens vous demandent 1 année. Ils ne sont même pas sanctionnés. Donc, il ne suffit pas de faire des lois, mais il faudrait l'applicabilité. Ça, c'est un problème aussi au niveau de notre pays. Il faudrait que les institutions qui sont en charge de ça puissent penser quand même à l'applicabilité. Combien de lois nous avons qui ne sont pas appliquées? Vous savez que je suis allé découvrir un texte qui régule le mur de clôture dans cette ville ici. Ah, déjà? Un décret royal, à l'époque du roi. Un décret royal. Le mur de clôture ne devrait pas aller, le sous-bassement, à 1 mètre. Ça devrait s'arrêter juste à 1 mètre et on devrait mettre les grillages. Seulement. Qui respecte ça? Maintenant, nous tous ici, on s'enferme avec comme si on est en prison. Et avec quelles conséquences? Eh bien, le réchauffement climatique, vous pensez que l'horizon, c'est seulement l'effet, les gaz à effet de serre. On ne voit que ça. Mais quand vous prenez les ciments, vous les bombardez dans un climat tropical, avec notre chaleur, les briques ciment absorbent la chaleur, et les soirs, ils vous dégagent la chaleur. C'est ce que les gens oublient. À la cité, quelqu'un va te dire, ah, moi, ma parcelle, au Pangonanga, ils ont pavé partout. Mais tu es en train de tuer les gens. Facilement. Non. L'ignorance tue. Dans les normes urbanistiques, une parcelle a un pourcentage de maison, un pourcentage du jardin. Parce qu'on a besoin de l'oxygène pendant la photosynthèse. Mais ici, on ne tient pas compte de ça. Les gens achètent une parcelle. D'abord, les normes de parcelles même. Ça aussi, ça doit être régulé. Le cadastre doit avoir des normes aussi qu'une parcelle minimum doit être 20 mètres sur 20. Et vous avez des parcelles qui font 5 sur 18. Quelqu'un est venu même me voir en tant qu'architecte pour lui faire un projet. Lui, il est en bas. C'est lui qui a acheté en haut de lui. Donc, pour entrer celui qui est en haut, il faut passer par celui qui est en bas. S'il est fâché ce jour-là, il te bloque, toi et ta famille, soit vous êtes bloqué. Donc, il faut des sénateurs qui maîtrisent ce secteur. Non, il faut. Obligatoirement. Vous savez, c'est déplorable que je sois le seul élu. Il y a beaucoup des architectes et des urbanistes qui sont des grandes têtes pensantes. J'aurais souhaité qu'on soit une dizaine. Et dans la législature prochaine, je préfère, pourquoi pas maintenant, vous savez qu'ils vont mettre des institutions en place, passer au ministre architecte, urbaniste, penser au DG des secteurs de construction, architecte et urbaniste, ingénieur. Et là, il ne t'attend pas. Non, mais il agit directement. Il a de la maîtrise. Il a de la maîtrise. Ça ne sera pas des commerçants qui vont être à la tête des ministères pour faire leur commerce. Alors, quel critérium pour le gouvernement? Je pense que quelle proposition allez-vous faire? Le chef de l'État a une expérience avérée. Il a vu ce qui s'est passé pendant 5 ans. Et ça, ce n'est pas un mandat où... on n'a pas droit à l'échec, hein? Non, on n'a pas droit à l'échec. Carrément. On n'a pas droit à l'échec. Je pense que maintenant, quand je sens les discours du chef de l'État, vous sentez qu'il veut l'excellence maintenant. Et il faudrait des gens loyaux, des gens intègres, des gens qui connaissent, qui ont de l'expérience. Il ne faut pas venir apprendre, tu es ministre, tu commences à apprendre là-bas. Non. Il y a des postes où on ne vient pas apprendre.
Et des postes où tu ne viens pas apprendre, tu viens appliquer l'expérience que tu as. Aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui remplissent nos assemblées, qui sont-ils? Parce que les chefs des partis, ils avaient besoin de remplir les listes pour atteindre les seuils. Avec qui? Ouais, on a ramassé Avec quelle n'importe qui. expertise? On a ramassé n'importe qui. C'est pourquoi la loi électorale prochaine, il faudrait qu'il y ait des réformes. Pour mettre un minimum de critériums qui bloquent la porte aux gens qui viennent, qui n'ont pas politique. Aujourd'hui, on se plaint qu'un député provincial, pour voter pour un sénateur, il vend sa voix. Mais est-ce que ce monsieur-là, il sait ce qu'il fait? C'est vraiment un danger pour la République. Je suis député provincial. Pour donner ma voix à un sénateur, je dois croire à cette personne. Il faut monnayer votre voix. Non, on n'a pas besoin de cet argent. On n'a pas besoin. C'est comme ça on fabrique des gens qui viennent chercher juste le poste de Sénat. Dans votre province, ils disparaissent. Ils vont rester au Sénat, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais... C'est vrai, le travail d'un député, d'un sénateur, c'est pas seulement parler au micro, comme les gens veulent minimiser le travail d'un parlementaire. Mais ce n'est pas seulement parler au micro, il y a des gens qui font de grands boulots, de grands travail, ils sont dans des commissions, ils ne viennent même pas au micro. Ils ne vont pas faire les matuvis. Mais je dis, il y a des gens aussi qui, eux, ils vont juste, ils achètent leur voix, et parce que vous l'avez vendu. À qui la faute maintenant? Moi, je donne la faute aux députés provinciaux. Parce que vous lui avez vendu le poste de Sénat, vous lui avez vendu les postes de gouverneur, et après, il n'a rien à foutre avec vous. Mais si tu viens, tu dis à un monsieur, je vais te donner ma voix, c'est pour que tu contribues pour ma province, pour que tu contribues pour mon pays, je pense qu'il sera interpellé quand il sera sénateur. Il ne va pas aller là-bas pour dire, bon, ce qu'il a demandé, je lui ai déjà donné. C'est fini. Il n'y a pas de compte à rendre. Tu n'auras même pas les pouvoirs pour l'interpeller. Parce que tu as bouffé son argent. Donc il faudrait que quelque part, que le parti politique, à la longue, tienne compte des gens qu'ils alignent, qui est quand même de l'expertise. On ne dit pas que tout le monde doit avoir des têtes savantes comme nous autres, parce qu'on a tel diplôme, tel diplôme. Les diplômes ne suffisent pas pour la politique. Non, il y a l'expérience. Vous avez quel diplôme aussi, on doit savoir en plus. Vous avez quel diplôme, M. Guibale Kananga Leki, député provincial, élu de Bungu, Je suis architecte. Ça vous convient? Je suis professionnel architecte. Je suis senior professionnel architecte. Si vous cherchez des diplômes, il faudrait aller chercher un senior professionnel architecte. Il a quel niveau? Vous savez, si on commence à étaler des diplômes, on va dire que c'est de l'orgueil. Je préfère que les gens me découvrent. Je suis fatigué d'étaler les diplômes. À l'œuvre. Je suis fatigué d'étaler les diplômes. Parce qu'il y en a encore, je suis encore en train d'étudier. Je fais un autre doctorat. Pour devenir qui? Au-delà? Non, mais... Parce que vous êtes Vous savez, la technologie avance tellement qu'on n'a pas droit à rester statu quo avec ce qu'on a à l'UBTP. Une petite proposition pour la ville province de Kinshasa. Bien que vous avez l'ambition de devenir sénateur, mais en tant que gouverneur, admettons que vous venez comme gouverneur de la ville province de Kinshasa. Quelle réforme allez-vous faire et les gens vont sentir que la ville maintenant devient vivable? Il faut faire travailler les municipalités. Comment ça? Il faut faire participer les communes, ce que nous appelons les communes, les quartiers, dans l'exercice du pouvoir. Dans tous les domaines. Laissez les bourgmestres travailler. Donner des moyens aux bourgmestres. Faire descendre certains documents qu'on va chercher à l'hôtel de ville au niveau de bourgmestre. C'est plus facile. Faire la salubrité en fonction des secteurs. Parce que la salubrité de Sélimbao, c'est pas la même chose avec la salubrité de Ngaliema. Chaque commune a sa réalité. Non mais attends, les déchets de la nourriture de la Gobé, c'est pas les déchets de la nourriture de Kimbasek. Franchement. Mais alors, comment est-ce que vous allez faire une politique Kinbopeto en général? Et chaque commune a ses spécificités. Mettre des bourgmestres qu'il faut, leur donner la politique du travail en fonction des réalités de leur commune. Descendre dans les quartiers en fonction des réalités de leur commune. Et qui vont aussi au budget. Attendez, je prends l'aspect secteur sécurité par exemple. À Gombe, il n'y a pas Koulouna.
Donc, le bourgmestre de Gombe n'a pas les soucis du Koulouna. Mais à Kalamou, il y a le Koulouna. Donc, le bourgmestre, là, du côté sécurité, il va travailler différemment de celui de la Gombe. Un gouverneur ne doit pas être gouverneur de toutes les communes. Tu ne sauras pas Kinshasa, c'est un pays. C'est un pays. Laissez le bourgmestre travailler, donner du pouvoir au bourgmestre. Donner l'autorité au bourgmestre. Donner le moyen au bourgmestre. Que chaque bourgmestre vienne avec son plan d'action en fonction de tel domaine, tel domaine, tel domaine. Le bourgmestre d'Nsele, de Maluku, il peut bien travailler dans l'agriculture. Mais celui d'Ngiringiri, il ne peut pas travailler dans l'agriculture. Donc vous êtes d'accord avec moi que les réalités ne sont pas les mêmes. Celui de Mongafula, il a une partie résidentielle, il a une partie où il peut travailler aussi dans l'agriculture. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on décentralise le pouvoir au niveau de Kinshasa. C'est bien beau d'être gouverneur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut travailler. Vous voyez du temps de Kibuta, par exemple, il faisait des réunions de conseil des ministres dans chaque commune. Mais c'était une bonne initiative pour découvrir les réalités de chaque commune. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc, chaque commune de Kinshasa, sur les 24 communes qui existent, a ses réalités. Ceux qui sont dans le pont, comme à Ngaliema, ils ont le problème d'érosion. Mais celui des hommes de Barumbu, de Kinshasa, il n'a pas le problème d'érosion. Donc vous voyez que ce sont des entités qu'on devrait décentraliser au niveau de la gestion de la ville. Et c'est en ces moments-là, même la salubrité, ça pouvait nous aider, c'est vrai, avec les rivières qui traversent 3-4 communes, ces communes se mettraient ensemble pour curer leurs rivières, pour mettre une politique de ramassage de poubelles, des choses comme ça. Donc vous savez que c'est facile de gérer la ville de Kinshasa. Sauf qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. Est-ce qu'on fait allusion aussi aux experts, aux environnementalistes, aux architectes, aux urbanistes, pour étudier les impacts environnementaux? Il faudrait poser la question à ceux qui gouvernent. S'ils recourent aux architectes, s'ils recourent aux urbanistes, s'ils recourent aux ingénieurs, il faudrait poser la question. L'architecte est diminué au niveau de dessiner des plans ou de suivi de projets. L'architecte, c'est un concepteur de projet. L'architecte, c'est quelqu'un qui conçoit même les matériaux de construction. L'architecte, c'est celui qui transforme, qui réfléchit même comment créer un parc d'attractions. Est-ce que vous aimez le Congo? Je suis amoureux du Congo. Sinon, je ne sais pas. En quoi cela se justifie, M. Guibal? Vous savez ce que je faisais à l'étranger. Joseph. Si je n'ai pas l'amour de mon pays, je ne serais pas là. Je ne gagne pas autant que je gagnais à l'étranger. Et qu'est-ce que vous faites à l'étranger et que vous ne saurez pas faire au Congo? Qu'on nous laisse la main libre. Qu'on nous donne l'opportunité de servir l'État. Qu'on nous donne des institutions à gérer. Qu'on nous mette en pratique. Qu'on nous mette en pratique. Qu'on nous mette en épreuve. Bon, tu as trop parlé, prends ça, on va voir. Vous parlez bien avant le pouvoir, avant la fonction, mais une fois qu'on vous donnera cette fonction, nous vivons autre chose. Quand on était avec vous ici, je me battais... Bon, là, de façon générale. Non, on parle de moi. Très bien. Quand on s'est battu pour que je devienne président de l'ordre des architectes, je suis le même. Et vous resterez le même. Je suis le même. Une fois devenu ministre, sénateur... Et vous savez, être président de l'ordre des architectes, c'est plus qu'un ministre. C'est plus qu'un ministre. Vous gérez tous les architectes du pays. Tous les problèmes des architectes, l'architecture dans ces pays ici. Ils sont nombreux? Oui, nous sommes déjà des milliers. Et vous êtes leur président? Je suis leur président. 2024, quel projet, quelle ambition, quel programme? Vous savez, les politiciens sont venus perturber un peu l'ordre. L'ordre avait pris de l'élan. Et c'était pas de la blague. Tout le monde parlait de l'ordre. Tout le monde parlait de l'architecte. Tout le monde parlait. Vous demeurez le président. Vous demeurez le président. Je suis toujours président. Il n'y a pas un autre président? Je ne sais pas. S'il y en a, le Conseil d'État va trancher.
Il faut attendre que le Conseil d'État tranche. Mais pour le moment, tant que le Conseil d'État... C'est M. Brunel Joseph Kananga. C'est Guibale Leki Kananga Brunel Joseph, qui est président de l'Ordre des architectes. 2024. En 2024. Quelle est votre ambition? Par rapport à l'ordre? Oui, par rapport à l'ordre des architectes. Par rapport à l'ordre, j'aimerais que les politiciens lâchent prise sur l'ordre et qu'ils nous laissent travailler entre nous. Le pays aura quel bénéfice? Mais vous savez, quand ça devient libre. Aujourd'hui, les phénomènes mercenaires de plans, importer les plans de l'étranger et tout ça, c'est revenu. C'est revenu. C'est quoi ça? Ou, on veut construire un immeuble ici, le plan vient de la Chine, les architectes viennent de la Chine. Chaque pays a sa façon de voir les choses. En fait, on doit plus démontrer ce que nous avons comme identité culturelle. Non, vous savez, les gens aujourd'hui... C'est important. Il y a un petit complexe. Quand on donne aux Congolais un projet, on va lui sectionner dans les paiements. Et quand il rencontre des difficultés, ça devient un problème. Un Congolais, on peut commencer avec lui un projet en 2018. On lui donne toujours les mêmes taux là, jusqu'en 2024. Mais il suffit qu'il y ait un blanc, on lui donne 100% de moyens pour travailler. Manque de confiance? Non, ce n'est pas un manque de confiance. C'est quoi juste? C'est un complexe. Moi, je dis ça, c'est un complexe. Et vous savez, quand vous sectionnez les paiements d'un projet, il y a des réalités de la fluctuation. Ça ralentit même l'avancement? Oui, il y a les réalités de la fluctuation, il y a les réalités des faits d'évaluation monétaire, il y a des réalités qui changent, il y a des réalités. Mais celui qui a eu tout l'argent, il s'organise. Il va acheter tout ce qu'il lui faut pour bâtir un bâtiment. Mais celui que vous sectionnez, je vous donne un exemple. Vous l'affaiblissez carrément. Je donne un exemple. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous n'avez pas un magasin qui peut vous vendre le même type de carreaux, 10 000 mètres carrés. Donc, quand je fais mon projet de 10 000 mètres carrés, vous donnez l'argent de 1000 mètres carrés. Donc, ça signifie que la couleur, le type de ces carreaux-là disparaît à un moment donné. Et quand vous venez donner une autre tranche, on ne trouve plus ces carreaux-là, il faut des kizobazoba. Après, on va vous dire, vous les locaux, voilà comment vous êtes. Mais quand il s'agit d'un Chinois, d'un très haut dit, les Congolais sont moins sérieux, voilà, les Chinois sont bons, c'est ceci, c'est là. Mais regardez les structures, allons dans la structure de tout ce que les Chinois font, de tout ce que les étrangers font. Et regardez la structure que les Congolais font. La finition, oui, c'est bon. C'est des trompe-œil. Après 5 ans, 10 ans, on va se poser des questions. On est toujours dans la même file, dans le même pays. Bon, bref, ça c'est un secteur, tu sais, toi, quand tu me fais parler, tu me fais parler de tout, de rien, on entre dans la politique, on vient dans ma profession. Vous êtes déjà politique, oui. C'est une évidence. On ne peut pas s'en passer, c'est inévitable. Heureusement que moi, je fais la députation, je ne fais pas la politique, je ne suis pas chef d'un parti politique. Ah, c'est ça. Je ne suis pas chef d'un parti politique. Je pouvais aller à l'indépendant. Faire la politique ne veut pas dire que je suis un porteur de courant. Vous défendez les valeurs. On défend les valeurs. Pour l'intérêt général. C'est ça l'intérêt général. Guibale, Kananga, Brunel Joseph. Oui. Alors, nous tendons vers la fin, Moron Djambé. Alors, rapidement, nous terminons cette émission, mais vous êtes aussi un patriote, vous êtes un nationaliste, vous aimez votre pays. Bien qu'on nous a interdit d'aborder les volets de l'armée, il faut un expert, nous n'allons pas nous focaliser à ces niveaux-là, mais seulement un petit conseil pour tous les Congolais, parce que vous savez l'homélie du cardinal Ambongo qui demande à ce que les politiques abandonnent un peu leur positionnement, que tous puissent comme ça s'unir pour essayer de mettre fin à la guerre. L'Est du pays préoccupe tout le monde. Vous, en tant que politique, je ne sais pas, quel est votre point de vue là-dessus? Bon, vous savez, moi, il y a quelque chose que je déplore dans notre pays. L'Église doit être au milieu du village. L'Église ne doit pas prendre parti. Je pense que ce n'est pas une bonne chose.
l'Église serait un conseiller, l'Église serait un juge impartial. Je ne pense pas que donner raison à tel ou à tel, condamner tel ou tel, c'est ça la solution. L'Église devrait prôner la fédération, la mise en commun des idées. C'est ce que le cardinal a fait. Il a demandé à ce que nous puissions tous s'unir et surtout la vision du chef de l'État, nous devons tous s'aligner pour finir la guerre. Et je suis content que le cardinal, si réellement il a dit ça, Oui, c'est ça. moi je n'ai pas suivi ça. Ça. Je suis content qu'ils disent qu'on suive la vision du chef de l'État. Maintenant, je suis content qu'il sait y raviser certains hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, quand ils parlent avec Dieu, parfois Dieu donne un peu de coups, des taloches sur la tête et ils changent de pensée. Et je suis content qu'aujourd'hui, moi, le chef de l'État, je l'encourage, j'ai toujours soutenu les chefs de l'État. Je suis parmi les rares membres de la société civile à l'époque, de la consultation populaire, qui a fait des déclarations à la télévision pour demander les divorces entre FCC et CASH. J'ai eu ce courage-là de le dire. Clairement. Parce que je croyais en Félix Tshilombo Tshisekedi, notre président, chef de l'État, qui est nationaliste. Les gens vont dire qu'il n'a rien fait, les gens vont dire ceci. Mais vous savez que les Congolais, parfois, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. Dites-moi, à Lemba, les Bitumes, les enfants qui sont nés après Mobutu, ils connaissaient les Bitumes. Et l'Enguessa. Non, tu parles de l'Enguessa, au moins il y avait des morceaux de Bitume. Prenons Matete, prenons Lemba, prenons Ngiri, les avenues comme Sayo, qui traverse Maman Poto. Est-ce que les enfants, il y a 30 ans, les enfants connaissaient les goudrons? Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils achètent des matelas pour venir distribuer à chacun? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je posais la question et j'aime bien, aujourd'hui j'étais avec un grand homme politique qui me disait, à Paris, il descend, les gens disent non, Tshisekedi n'a rien fait, Tshisekedi n'a rien fait. Il pose la question à la personne qui a dit, toi là, tu viens de quelle commune? Non, non, je viens de Kimbanse qui a Kinshasa. Dis-moi tes parents, tu les as déjà acheté même un WC, comment on appelle ça, un WC anglais, pour qu'ils quittent les WC turcs qui sont normalement au Benga Naligal. Tu l'as déjà fait. Ça ne coûte que 50 € ici. Même pour tes parents, tu n'as rien fait. Écoutez, un pays comme le Congo, à l'état où le chef de l'État a trouvé ça, et vous pensez qu'il n'a rien fait. Moi, je dis que même les gens qui murmurent, le bilan des élections de Tshisekedi, d'abord, on vous donne la gratuité dans l'enseignement, avec les professeurs Tony qui a mouillé les moyens, qui est le meilleur parmi les meilleurs ministres qui ont travaillé dans ces régimes-là. Vous prenez la gratuité de la maternité. Ce sont des risques que les chefs ont pris. Il n'avait pas de moyens, mais il a cru que ces pays ont des moyens. Le budget, il est parti de combien? Les gens ont dit que c'était utopique, ça ne va pas se réaliser. Mais on a vu des routes partout, on a vu les infrastructures, on a vu 145 territoires décoller. La gratuité, les enseignants sont payés. Et les primes et tout ça. Et il faudrait que quelque part, que les Congolais ne jugent pas les gens de ce que toi tu veux voir. Parce que les Congolais, son problème, c'est ça. Et tiennent à la... En fait, c'est l'amélioration du social, c'est pas. L'amélioration du social. Mais tout, la maternité fait partie. Non, l'éducation fait partie. Ça fait partie. C'est comme ça que j'ai dit. Bon, on va t'en relire. Non, le problème des Congolais, les alliés, à l'égide des chefs de l'État, ça, le problème n'a à résoudre le problème n'a. Toi, commence par travailler d'abord. Commence par travailler, même la terre derrière ta parcelle. Vends même les matembélés avant de condamner les chefs de l'État. Tu meurs de faim parce que tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas tourner même ta terre. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de Ndunda Batangi, Siba, dans ma classe, Bilanga Pamba. Mais il y a des gens qui ont les bilanga derrière leur parcelle. Ah, président, ça allait le retour au Kufanza, parce que tu es paresseux. Commence par travailler. Le président, il a 1000 choses à faire et il ne doit pas descendre pour venir te donner à manger. Tourne la tête pour dire, qu'est-ce que... Lui, il est dans les infrastructures, il est dans ceci, il est dans grandes choses, il est dans l'armée, il est problème de l'Est, ceci, c'est là. Nous, on doit l'accompagner au niveau de la base. C'est comme ça que j'ai dit, il faudrait que, et les gouverneurs des provinces qu'on va élire, qu'ils oublient leur poche d'abord et leur ventre,
qui descend dans la source. Rentrons à l'agriculture. Tout le monde minerai. Ça va finir. Vous savez, même dans la guerre, il y a un seul commerce qui ne s'arrête pas. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? C'est le commerce de la nourriture. On a vu ici, quand Mouzé est arrivé en 97, les gens grillaient les Thomson parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais ça se vendait. Même pas avec l'argent, il y a les trocs qui se faisaient. Ah, ma voisin, vous n'avez pas connu. Le commerce de la nourriture ne périt jamais. Et il faudrait qu'on revienne à ça. Oui. Alors, parlant de nos frères de l'Est, c'est vraiment déplorable ce qui se passe là-bas, mais je pense que il faudrait d'abord attendre la vision du chef de l'État pour s'imprégner de cette vision-là. Il a déjà montré ses couleurs, et il faudrait que nous, les Congolais, on se range derrière lui. Mais il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas que ça s'arrête. C'est entre nous, les Congolais, c'est pas mauvais de dire que les Congolais puissent se réunir. Mais ces Congolais-là, ils viennent se réunir avec quelle idéologie? Avec quelle intention? Vous pouvez les réunir, vous pouvez même les intégrer dans le gouvernement, mais tant qu'ils travaillent pour leur ventre, cette histoire-là ne va pas finir. Il faudrait qu'on ait d'abord l'amour de notre patrie. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a dit, le patriarche Gizenga l'a dit, les Sphinx Tshisekedi, Étienne l'a dit, Mobutu l'a dit. Nous, le Congolais, aimons d'abord le pays. Vous savez, dans la Bible, les grands commandements, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aussi aime ton prochain. Le jour que les Congolais vont appliquer ces commandements, aime ton prochain comme toi-même, beaucoup de choses vont s'arrêter. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Il faudrait que les gens arrivent au renouvellement de l'intelligence, qu'on travaille l'homme d'abord à comprendre que la chose publique c'est quoi, mon voisin c'est quoi, aimer mon prochain c'est quoi. Je crois que les pasteurs, les évêques, les cardinaux, ils doivent d'abord prêcher cet amour-là. Ils doivent prêcher l'amour et non prendre des partis pour les gens. Là, c'est pas bon. Ça en est fini pour cet échange avec l'honorable Brunel Joseph Lekiki-Balé, député provincial, président de l'Ordre des architectes, l'Ordre national des architectes du Congo. Ça en est fini, c'est pas pour clore en beauté cet échange, c'est pas peut-être un mot de séparation pour cet échange. Le mot séparation, je verrais que tous les Congolais croient en notre chef de l'État, qu'on se range derrière lui comme des soldats. Vous savez, mon leader, mon mentor, le professeur Modeste Bazi, c'est parmi les politiciens qui a crié tout haut qu'il soutenait le chef de l'État. Et notre candidat AFDC, c'était le président Félix Antoine Tshisekedi. Gloire à Dieu, aujourd'hui il a été réélu et les gens peuvent comprendre qu'il y a des grands leaders, des grands politiciens qui ont une vision de l'aigle. Il avait vu de loin qu'il y avait encore quelque chose dans cet homme de Tshisekedi. Il fallait croire en lui, l'accompagner. Et je crois que aujourd'hui, notre autorité morale, je les salue en passant, c'est quelqu'un qui est pacificateur, qui est unificateur, qui est... c'est quelqu'un, c'est parmi les politiciens sans tâche. Ce sont des politiciens sans tâche et ce sont des références. Il faudrait que ceux qui consultent, ceux qui veulent les développements de ce pays, ils doivent intégrer des politiciens de telle envergure, de telle carbure, de façon que les choses puissent aller de l'avant. Les chefs seuls, ils ne peuvent rien faire. Les chefs de l'État seuls, nous devons l'accompagner. Dans tous les secteurs, n'attendons pas qu'on soit ministre, qu'on soit député provincial, qu'on soit ceci. Mais tu es directeur de l'école primaire, commence d'abord à travailler pour là où tu es, pour améliorer. Tu es chef de maraîchère, commence à travailler là où tu es. Dans tous les secteurs, l'association de vendeurs des arachides, l'association des montards, l'association des taximens, déjà,
qu'on puisse travailler au niveau où nous sommes pour le développement. Et le développement d'un pays ne vient pas d'en haut, il commence par les bas. C'est comme ça, quand on m'a posé la question sur le gouverneur, j'ai dit que le gouverneur ne doit pas travailler seul, qu'il associe le bourgmestre et que le bourgmestre sache que ils sont des autorités. Aujourd'hui, vous avez un parlement municipal, vous savez, Oui. avec les conseillers communaux. Ce sont des parlements. Il y aura des interpellations, il y aura tout. C'est un peu un petit parlement, la miniature, qui est en train de s'est formé. Donc, les choses sont... Et c'est parmi les réformes qui est amené. Ce sont des élections qu'on n'a jamais eues dans ces pays. Vous savez, vous êtes quand même Guinois. Ce sont des élections, et c'est une fois au pays, on a eu les élections, il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu rien. On proclame les chefs de l'État, les gens sortent pour danser, chose qu'on n'a jamais vue depuis qu'on est enfant. Et même quand on était étudiant, quand on devrait proclamer les résultats des élections, bien qu'à l'époque il y avait les bulletins verts et rouges seulement, ben nous on nous enfermait à l'IBTP parce qu'on pouvait faire des dégâts. Mais cette fois-ci, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Ne pensons plus aux événements passés. Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Le chef de l'État a remis ces pays entre les mains de Dieu. Et moi, je crois, il n'y aura pas un centimètre que nous allons perdre de ce pays ici. Parce que Dieu qui est au ciel, qui nous a donné les Congo, il n'autorisera jamais cela. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Brina Joseph Guibale Kananga, député provincial, président de l'Ordre national des architectes. Ça n'est fini pour cet échange. J'ose croire que Moron Djambé, on va vous retrouver très prochainement. Merci à vous. Merci. Fructueux mandat. Merci. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Doudou Monti vous dit merci. Merci. Ciao. Ciao. Moron Djambé, merci. Et aux exploitants aussi, nous vous remercions. Je vois là Bruno Ndinga, Fiston Tunga, Christian Banjolo et d'autres exploitants. Je crois que c'est des merci qu'il faut et la coordination assurée de main de maître par Alain Cabon. Ciao.